Vous avez assisté à la cérémonie d'ouverture du deuxième colloque Safe and Smart City. Monsieur Christian Estrosi, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, président de la métropole Nice-Côte d'Azur. Eh bien, cher Yoram Cohen, qui est l'ancien directeur des services de sécurité à l'intérieur d'Israël, merci de nous faire l'honneur de votre présence et je suis heureux de saluer à vos côtés Frédéric Pechnard, ancien directeur général de la police nationale, sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Je salue Madame Anita Mazor, ministre en charge des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Occitanie-Aquitaine et Corse, représentant Madame Elisa Binoun, notre ambassadeur d'Israël en France. Cher Ronit Bendor, ministre conseiller aux affaires politiques, je salue Madame Anat Berthaud, membre de la Knesset, Ronit Tidar, le directeur de la sécurité de l'aéroport Ben Gurion, mon ami Arié Ben Semoun, le directeur exécutif d'Elnet France, et je veux saluer les conseillers régionaux, adjoints au maire, conseillers départementaux, parlementaires qui m'entourent et notamment saluer la vice-présidente à mes côtés en charge de la sécurité au conseil régional. Merci de ta présence. L'histoire ne nous permet guère de prévoir, mais associée à l'indépendance de l'esprit, elle peut nous aider à mieux voir. Celui qui a prononcé ces paroles savait que nos civilisations sont fragiles et mortelles. En ce début de troisième millénaire, nous avons plus que jamais besoin de lucidité et de la lucidité, notamment d'un certain Paul Valéry. Il aurait sans doute été heureux d'apporter sa contribution à cette conférence. Lui qui a été témoin des grandes catastrophes du XXe siècle savait l'urgence d'une mobilisation de toutes les ressources de nos esprits face au retour de la haine et à la résurgence de forces obscures. Cette conférence coordonnée par l'Organisation européenne indépendante, Elnet France, dont je salue les responsables, c'est l'histoire de villes intelligentes, confrontées à la folie des hommes. C'est l'histoire de la raison face à la déraison, c'est l'histoire de nouvelles technologies qui doivent être au service du meilleur et non pas du pire. Je me félicite de la dimension internationale et méditerranéenne de cette rencontre. Elle débute à un moment particulièrement dramatique, puisqu'une attaque terroriste vient de prendre pour cible le Parlement britannique et la population londonienne. Une attaque dont le mode opératoire rappelle aux Niçois de terribles souvenirs. Face à un terrorisme sans frontières, les réponses sont nécessairement sans frontières, fondées sur les échanges et la coopération. Et ces échanges n'ont jamais été aussi nombreux et fructueux qu'aujourd'hui entre Nice, notre région et Israël. Le 14 mai prochain, l'État d'Israël fêtera le 69e anniversaire de sa déclaration d'indépendance. Ce pays est une raison d'espérer pour les nations qui croient en la liberté et à la justice. Ce pays est une raison d'espérer pour le monde. Ce pays est une leçon donnée au monde, une leçon d'humanité, mais aussi de fermeté, d'intransigeance, de volonté inflexible dans la défense des grands principes qui font nos sociétés libres. Pays géographiquement modeste, dans un environnement hostile, voué à la destruction par des ennemis implacables, il a résisté. Par sa volonté, par son intelligence, il s'est imposé comme un acteur important sur la scène internationale. Ce n'est pas la masse qui compte, ce n'est pas le nombre, mais la qualité, la confiance en soi, l'énergie de l'esprit. Voilà ce que nous dit ce peuple courageux qui a fait le pari de l'intelligence dans tous les domaines, et en particulier dans celui de la sécurité, domaine qui conditionne les autres. Nos amis israéliens sont bien placés pour le savoir. Ils ont retenu les terribles leçons de l'histoire. En France, des voix se font parfois entendre qui veulent nous désarmer. Moins d'esprit sécuritaire, moins de forces répressives. Abolition de l'état d'urgence, disent ces voix. Et notre pays irait mieux. Les délinquants deviendraient honnêtes citoyens et les terroristes se transformeraient en 12 agneaux. Mais ça n'est pas ainsi que cela se passe. L'insécurité n'est pas un fantasme, le terrorisme n'est pas un mirage. Si nous cédons aux sirènes de ceux qui ne voient rien et n'entendent rien, alors notre pacte républicain serait en danger puisqu'il repose sur la liberté
et que sans la sécurité, la liberté n'est plus qu'une illusion. Ceux qui veulent nous détruire ne sont pas fous. Si les motivations de leurs actes sont démontrées, leurs stratégies, leurs armes font appel aux produits les plus sophistiqués de l'intelligence numérique. C'est bien une course de vitesse qui est engagée. Et en particulier s'agissant du combat mené en amont, les mesures préventives à prendre pour que nos jeunes les plus fragiles ne soient pas embrigadés et décervelés. La protection de nos jeunes est une priorité absolue. À chaque fois que l'un d'eux se radicalise, c'est un terrible échec pour nous tous. Une grande métropole comme celle de Nice-Côte d'Azur se doit d'être un acteur à part entière de la sécurité intérieure. Il doit notamment être le pivot de la politique de prévention de la délinquance sous toutes ses formes, comme le précise d'ailleurs la loi que j'avais défendue à l'Assemblée nationale lorsque j'étais délégué du ministre de l'Intérieur en charge de l'aménagement du territoire. Cette prévention, c'est ce que nous employons à faire avec notre police municipale et nos services sociaux, en travaillant en amont avec la justice, les écoles, le monde associatif et sportif, les comités de quartier, les entreprises de transport, tout comme vous, chère Caroline Posmontier, à Marseille, aux côtés de Jean-Claude Gaudin. Grâce à notre brigade de prévention au milieu scolaire, des milliers d'enfants d'ores et déjà étaient sensibilisés contre toutes les formes de violence. La cellule d'écoute et d'action que nous avons créée face aux dérives fondamentalistes apporte un précieux soutien moral, psychologique et juridique aux familles dans le désespoir après que leurs fils ou leurs filles sont partis faire le djihad en Irak ou en Syrie. Le terrible attentat qui a frappé notre ville le 14 juillet dernier a décuplé notre volonté de lutter par tous les moyens contre la radicalisation islamiste qui a pris pour cible notre jeunesse. Forte de sa détermination et de son expérience, notre métropole vient de remporter un appel à proposition de l'Union européenne concernant la prévention et la lutte contre la radicalisation. Ce programme vise à développer une approche globale de ce phénomène dans l'Union européenne et à créer de nouveaux outils innovants pour vaincre ce fléau. Et je salue la présence à cette conférence de Séraphin Alava de l'Université de Toulouse, chef de file de ce projet européen qui débutera dans un mois. La ville sûre et intelligente, c'est en premier lieu une ville avec des citoyens formés, éduqués et prémunis contre les nouveaux risques. La ville sûre et intelligente est un tout indissociable, une seule et même réalité. C'est pour cela qu'il faut intégrer la sécurité dans toute réflexion, dans tout projet impliquant la Smart City. Nous avons le devoir de le faire et nous le faisons à Nice, tout comme nous le faisons dans notre région, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Toutes les ressources de l'intelligence numérique sont mobilisées au service de nos concitoyens et donc au service de la sécurité. Et dans ce domaine, nous disposons ici de grands atouts, puisque voilà plusieurs années déjà que nous nous sommes engagés dans la construction de la ville intelligente de demain. Nous la bâtissons jour après jour. Nous sommes aujourd'hui classés dans les 10 premières Smart Cities au monde par le cabinet américain Juniper Research. À quoi serviraient tous ces efforts pour améliorer au quotidien les conditions de vie de nos concitoyens si les nouveaux moyens technologiques dont nous disposons n'étaient pas mis en œuvre pour assurer la paix et la sécurité? Je ne ferai pas la liste de tous ces moyens, mais je veux insister sur les 1300 caméras de vidéoprotection de haute technologie qui assurent le maillage à Nice. Nous en discutions il y a quelques instants avec Frédéric Rechnard, aussi élu d'Île-de-France, qui me rappelait que la capitale de la France ne dispose que de 1000 caméras, 1300 à Nice, 1000 à Paris. Les images recueillies parviennent à notre centre de supervision urbaine grâce à la fibre optique et au système 3G et 4G. La plupart de ces caméras sont équipées de vidéosurveillance intelligente. Celles-ci permettent l'envoi d'alarmes au centre de supervision en cas d'intrusion, d'attroupement ou encore de colis suspects. La relecture de ces images a déjà joué un rôle déterminant dans la résolution de plusieurs enquêtes judiciaires. Nice est donc l'une des villes les mieux téléprotégées d'Europe et on n'entend plus la voix de ceux qui s'opposaient naguère à ce déploiement. Pourtant, ils ont été si nombreux dans nos séances
de nos assemblées locales à s'opposer, à dire que nous installions Big Brother dans la cité et que nous étions en termes de privation de liberté sur le dos de chacun. Aujourd'hui, nous n'entendons plus toutes ces voix, comme si elles s'étaient résignées, résolues peut-être, convaincues peut-être, et c'est tant mieux si l'ensemble de notre société peut aujourd'hui compter sur les élus qui hier s'opposaient à cela et qui aujourd'hui ont fini par être convaincus. L'un des chapitres de votre conférence concerne d'ailleurs la révolution numérique citoyenne. Eh bien, je puis dire que vous avez fait le bon choix en venant discuter ici de tous les effets et implications de cette révolution. Vous êtes au cœur du sujet. Dernièrement, s'est tenu dans notre ville un colloque sur le rôle des citoyens dans la ville intelligente. Les innovations vont nous aider à renforcer le pacte social par le partage, à vivre mieux et plus longtemps, à combattre le dérèglement climatique qui nous menace, à préparer un futur meilleur pour les nouvelles générations, à vivre libre et en sécurité. Ce sont ces défis-là que nous avons l'ambition de relever en bâtissant ici ce nouveau modèle intelligent. Notre projet est un tout et c'est en faisant valoir ce tout que notre métropole vient de déposer sa candidature au titre de capitale européenne de l'innovation. Comme la population israélienne, les Lissons réagit à ce drame avec courage et dignité. Le système anti-intrusion que nous sommes en train de mettre en place sur la promenade sera l'un des plus exemplaires des grandes capitales européennes. Il s'ajoute à tout un ensemble d'autres mesures faisant appel aux nouvelles technologies. Mais les innovations, justement parce qu'elles innovent et bousculent les habitudes, peuvent aussi se heurter à des obstacles administratifs et juridiques. N'est-ce pas alors à la réglementation de s'adapter à la nouvelle donne et au gouvernement d'agir en conséquence? Pour cela, il faut un peu de volonté politique, il faut un peu de courage. Concernant par exemple la question de la reconnaissance faciale de haute performance que les techniques numériques rendent désormais possible, j'avais interpellé le Premier ministre de l'époque, M. Valls, avant l'Euro 2016, afin qu'il autorise le dispositif que nous avions prévu pour filtrer les entrées sur la fan zone et notamment les individus fichés S. Il n'a jamais donné suite. Et je viens de relancer à ce propos le Premier ministre actuel, M. Cazeneuve. Il y a urgence. La législation doit impérativement évoluer pour permettre l'utilisation de ces nouvelles technologies au service de la lutte contre les nouvelles formes de terrorisme. C'est vital pour notre sécurité. Si nous ne le faisons pas, les terroristes auront toujours un temps d'avance. Et l'innovation sera au service du pire, comme la cybercriminalité en fait régulièrement la sinistre démonstration. Alors je demande instamment au gouvernement de prendre toutes ses responsabilités dans ce dernier domaine, en développant les moyens de sécurisation de l'identité numérique, dans le but d'éviter les usurpations de profils Facebook par exemple. Je demande la création de dispositions particulières pour l'utilisation des drones par les autorités publiques. En dépit des obstacles, nous poursuivrons nos efforts pour améliorer la sécurité de nos concitoyens par l'innovation. Notre métropole s'est inscrite pour être partenaire du projet Safe City, dans le cadre des projets industriels d'avenir, les PIAV. Un périmètre a été défini dans notre centre-ville et il servira de démonstrateur de sécurité afin d'analyser différents scénarios, y compris le risque d'attentat. Les industriels vont pouvoir tester des solutions innovantes in vivo pour renforcer la sécurité dans la rue, dans les établissements scolaires, dans les lieux de culte, sur les sites de manifestations populaires comme le festival de jazz. Voilà, Nice et sa métropole poursuivent leur politique de sécurité globale, à l'unisson avec les mesures prises au niveau de l'ensemble de notre région. C'est un plan de plus de 250 millions d'euros que notre majorité régionale a voté en novembre dernier pour renforcer la sécurité des biens et des personnes. Je veux insister sur un point hélas d'actualité. Après le drame survenu ces derniers jours au lycée Alexis Tocqueville à Grasse, le plan de mise en sécurité des lycées de plus de 20 millions d'euros que nous avons lancé. 4,5 millions ont déjà été investis pour sécuriser l'enceinte des lycées, déployer la vidéoprotection, gérer les flux d'élèves, mais aussi renforcer les équipes de médiation
et de sûreté aux abords des établissements. Et d'ailleurs, nous savons depuis aujourd'hui, avec l'étude des 6 caméras que nous avons disposées à la dernière rentrée scolaire devant le lycée Tocqueville, que la police judiciaire a pu, monsieur l'inspecteur d'académie, voir exactement comment l'intrusion avec des armes par ce lycéen avait pu se faire. Comme je l'indiquais tout à l'heure, malheureusement, nous ne disposons pas en matière de réglementation et de législation tous les moyens qui permettent aux caméras de pouvoir apporter une réponse à l'instant T, mais elles ont au moins le mérite aujourd'hui de pouvoir accompagner à l'élucidation, pouvoir apporter la preuve de ce qui s'est produit, de pouvoir déterminer les conditions dans lesquelles on agit et en même temps apporter la réponse judiciaire adaptée. Voilà. Nice et notre région poursuivent comme Israël le double objectif d'un monde plus durable et plus sûr. C'est en partageant nos expériences que nous réussirons à construire la paix, la sécurité et la prospérité. Merci encore une fois à Elnet qui a fait confiance à Nice pour accueillir cette grande conférence. En tout cas, celle-ci, je ne doute pas un seul instant, y contribuera. Et je tiens à vous en remercier pour chacune et chacun d'entre vous qui participez par avance. Je suis sûr que les conclusions que nous pourrons ensemble tirer, les enseignements que nous pourrons tirer de ces 2 journées seront extrêmement riches et nous permettront, dans cette amitié, dans ces convictions, dans ces valeurs que nous avons en partage entre l'Europe, la France, Israël, en tout cas ceux d'entre nous qui sont convaincus de cela, d'apporter ainsi une contribution à éliminer nos ennemis, les mettre en état de nuire et surtout bâtir un monde meilleur et un monde de paix. Je vous remercie. Monsieur Léon, ancien directeur du service de sécurité intérieure d'Israël. Mr. President Christian Estrosi, Mr. Mayor Philippe Ardel, ladies and gentlemen, elected representative, Madame Minister Pauline Ben-Dor, Madame Consul Center Anita Major, Madame Deputy Mayor in Marseille, Vice President of Dakar Region, Caroline Osmatey, ladies and gentlemen, distinguished guests and friends. The citizens of Nice know far too well the tragic effects of terror, and I would like to pay tribute to those who were killed, 86 of them, and wounded in the attack of last summer. I would also like to express sincere experience and appreciation to the regional leadership for the actions managing the situation following the attacks, and especially to the Mayor of Nice, Philippe Ardel, and the President of the region, Christian Estrosi, for their ongoing contributions to the safety and security of the region. As all we heard now, Mr. Christian Estrosi is a true friend of Israel, who for many years have been a cornerstone of the close cooperation between our 2 countries, and for this I thank him. I would also like to thank Elnet and the Executive Director, Ariel Ben-Simon, for organizing this conference, which is of the utmost importance of recognizing threat which we face, and my hope that we can all work together to find viable and practical solutions in ensuring our collective security. And I want to thank you for having me tonight. Today I want to talk about development of the terror threat as a result of religious recognition among Sunni Muslims and the role they plays as a catalyst of violence in the West. Tomorrow, I hope that I have time at the close of the conference, and I will speak about our experience with those threats and how we dealt with them at home in Israel. For the past 3 decades, the Middle East, including Israel, and the Western world
has been dealing with these religious recognitions, radicalization, which manifests itself in the following ways. One, ideological identification within Muslim population. Two, establishment of religious movements and framework which support the population. And three, creation of local military wings or cells which carry out attacks against local targets. Four, carrying out widespread territorial conquest and control by means of violence. And five, the continued wars track thousands of extremist Sunni terrorists who participated in various fighters' arenas. And six, the carry out of attacks in their nations of origins, including Western countries. Salafi jihadism got its start and the idea in Europe during the 80s and 90s, where the experienced terrorists from Al-Qaeda immigrated to Europe. They created logistical infrastructure and became residents or citizens. This results in creation of solid Salafi jihadi foundation in those regions, which allows the building of widespread jihadist network consisting to continues between local cells in various countries, as well as ideological hosts in the form of Islamic religious figures, who made up the ideological backbone of the same network, and together the jihadi and extremist Islamic ideal provided by the internet form basis of widespread incitement. The next step, which allowed jihadism to take root in Europe, and according in the early of 2000s, was the designation of local Muslim population as a target for influence specifically by those same, provided formed localized networks and also by Al-Qaeda on a wider scale. Fast forward to 2011, when the Middle East was shaken by what would come to be known as the Arab Spring, but actually very quickly turned to an Islamic winter, and which significant then shining force of the Salafi jihadi ideology. Different elements of a global jihad identify these events as an opportunity to implement the ideological vision of an Islamic revolution, largely due to regime instability, the weakening of frontier area, and the widespread toppling of infidels regimes. This came to its peak in 2014, when ISIS was found in Iraq and Syria, as direct results of the lack of governance in those areas, which was opportunity significant because of unprecedented implementation by ISIS of control over a defined territory and population, which is ruled according to Sharia law and makes up the Salafi Caliphate, the creation of which served as a main tenet of the Salafi jihadi ideology. Although the wars created by Arab Spring are mainly contained within their respective states, they create an atmosphere of religious magnetism, attracting foreign Sunni Muslims who wish to join in. In the past decades, we have seen multiple waves of Muslim immigration, and what we most challenging now is the third generation of those immigrants, which contain people who did not integrate into the local society and underwent an identity crisis, which caused them to become disenfranchised with the states. For them, these ideological hosts, which attracted and even support them, were expressed in their eagerness to join the Islamic religious war. In general, they consist of young men from lower social economic classes who have recently become nearly religious, often in conjunction with a criminal past, who oftentimes turn to terror as a form of personal religious redemption for their criminal activities, together with the intention to defend the territory and the Ummah of Islam. We are also seeing a rise of Salafi jihad, which is the pursuit of heroic martyrdom
known as a Shaheed, in order to achieve a sense of otherwise unobtainable social status. Those who can will travel to Middle East to take part in the battles, and those who cannot will oftentimes carry out the attacks at home in the form of local organization cells and even as a lone wolf attackers. Those who do participate in the fighting abroad serve as a model of inspiration for those back home and can accumulate valuable battlefield experience and offer in turn home to recruit others and carry out terror attacks. These attackers will often be directed and founded by senior level commanders, mainly but not only from terror headquarters in the Middle East, and seek to target strategic objectives such as attacks on religious or governmental symbols, or carry out mass casualty attacks against civilian targets or non-Sunni Islam religious affiliation with any names at their disposal, with any means at their disposals. This last year has been defined by the Islamic State's struggle to exist, and they are engaging a widespread military system against loads of enemies. However, although the Islamic State is weakened, they are not beaten yet. And the reality of mass terror, which is caused constant instability and uncertainty and insecurity, not only in the Middle East, but in the Western society as well, cannot be expected to change in our favor anytime soon. Unfortunately, the Middle East will not become stable and secure in the near future. And the Islamic religious wars, both internal and external, which should not cease to exist in the coming years, continue to serve as an additional catalyst for developing religious radicalization and terror in the West. In conclusion, the calls of radicalization and violence have been lit in Europe and the West, and it is our job to ensure that they are put out before the fire breaks out on wider scale. Thank you very much. Et je propose à M. Frédéric Pechnard, ancien directeur général de la police nationale, un grand patron de la police de France, de nous adresser quelques mots, ce qui nous fait l'honneur de sa participation à cette conférence. Monsieur le Président, Jean Christian, merci de votre invitation, merci de votre accueil, puisque je suis venu aujourd'hui non pas comme ancien policier, mais comme vice-président de la région Île-de-France en charge de la sécurité, et je représente Valérie Pécresse à votre invitation, et je vous en remercie. J'ai pu échanger toute la journée avec votre vice-président chargé de la sécurité, avec vos équipes. J'ai pu visiter votre centre de supervision urbaine, et je pense que la ville de Nice est vraiment un modèle de ce qu'on peut faire en termes de technologie pour la sécurité. Monsieur le directeur, j'ai plaisir à vous revoir à nouveau, puisque j'avais eu l'honneur de vous recevoir dans mes bureaux à Paris, à la région Île-de-France, et nous avions échangé de manière très intéressante, avec une idée fondamentale, puisque ici nous représentons plusieurs pays, mais surtout, bien sûr, les relations entre Israël et la France, c'est qu'il y a quelque chose que nous ne devons jamais oublier. Nous n'avons pas la même culture, nous n'avons pas la même langue, nous n'avons peut-être pas les mêmes idées, mais nous avons une chose en commun, nous avons les mêmes ennemis. Et si nous ne combattons pas ensemble ces mêmes ennemis, alors peut-être qu'ils l'emporteront. Un mot sur la police, auquel j'associe naturellement, vous me permettrez, mon colonel, mon commandant de la gendarmerie. Les choses ne se font pas si facilement que ça pour la modernisation. Il y a encore beaucoup de gens dans notre pays, et notamment ceux qui nous gouvernent actuellement, qui pensent que plus il y a de policiers, plus il y a de sécurité. C'est une vision incroyablement archaïque des choses. Bien sûr, il faut des policiers et des gendarmes. Bien sûr, ça restera des métiers d'hommes et de femmes. Mais il faut aussi qu'ils aient les moyens de travailler. Il faut aussi qu'ils aient les moyens de décrypter des conversations sur Telegram ou sur WhatsApp.
Et il faut aussi qu'ils aient des logiciels, il faut aussi qu'ils aient une police technique et scientifique digne de ce nom. Eh bien, les choses en France se sont faites dans la douleur et dans la difficulté. Il a fallu attendre très tard, 10 ans après les Anglais, pour avoir le premier fichier de police technique et scientifique, le fichier automatisé des empreintes digitales, qui a permis d'identifier des centaines et des centaines de cambrioleurs et d'assassins. Il a fallu, encore plus difficile, attendre des années et quelques meurtres particulièrement sauvages de tueurs en série pour avoir un fichier des empreintes génétiques. J'avais reçu, à l'époque où j'étais directeur de la police judiciaire, le Big Brother Award de la part de militants d'extrême gauche pour mon obsession à vouloir ficher l'ensemble de la France, ce qui n'était naturellement pas le cas. Je voulais juste que la loi soit appliquée et que les délinquants, on puisse leur prélever leur empreinte génétique pour qu'ensuite ils puissent être identifiés. Combien d'assassins, combien de terroristes, combien de violeurs ont été identifiés grâce à ces techniques. Aujourd'hui, nous avons un troisième défi. C'est le troisième fichier de police technique scientifique qu'il faut absolument que nous arrivions à mettre en œuvre, qui est ce fichier de la reconnaissance faciale. Nous avons de plus en plus de caméras, elles sont de plus en plus efficaces. Chaque citoyen a une caméra, vous êtes en train de m'enregistrer, monsieur, avec votre iPhone. Chaque citoyen, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, on s'aperçoit que nous avons des images, ce qui est absolument formidable pour l'information, pour la dissuasion, pour l'élucidation, pour la preuve, puisque les magistrats, les jurés peuvent regarder ce qui s'est passé, mais encore faut-il que nous puissions identifier les gens que nous voyons. Et pour ça, vous l'avez dit, mon cher Christian, eh bien les logiciels, les techniques existent. Il faut qu'on ait le courage de franchir le pas. C'est le troisième fichier de police technique et scientifique qui nous sera absolument indispensable pour pouvoir prévenir notamment les actes terroristes. On le sait, et je sais tout particulièrement ici ce soir à Nice que ça représente les attaques terroristes. Le risque zéro n'existe pas. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez en termes de herse, de personnel sur le terrain, vous allez réduire les risques, vous allez montrer que vous avez fait tout ce que vous pouvez, mais vous n'empêcherez pas complètement les attentats. Pourquoi? Parce que le seul moyen de lutter contre le terrorisme, c'est le renseignement préalable, qui permet d'intervenir avant la commission des faits. Nous avons la chance en France d'avoir une législation qui nous permet d'intervenir avant, dans le cadre de l'association de malfaiteurs en relation avec l'entreprise terroriste. Ça remonte à 1986, ça reste toujours d'actualité. Mais avec le logiciel de reconnaissance faciale, dans les aéroports, à l'entrée des fan zones, nous pourrions détecter des profils suspects avant qu'ils passent à l'action. Presque toujours, il y a des repérages, ce qui nous permettrait d'être beaucoup plus efficaces. C'est pour ça que ce colloque est aussi important. C'est pour ça qu'il est aussi important de faire passer dans nos sociétés l'idée qu'une police efficace, c'est bien sûr une police avec des hommes, avec des femmes, mais c'est aussi une police connectée avec des moyens. Un dernier mot, si vous le permettez. J'ai été pendant des années à la brigade criminelle, j'ai été chef de section adjoint, puis chef de brigade criminelle. Quand j'ai commencé mon parcours à la brigade criminelle, qui s'occupe des homicides à Paris, eh bien, en 1990, police et gendarmerie solutionnaient 70% des homicides. Ce qui était déjà un assez bon score, mais ce n'est pas tout à fait normal, ce sont les faits les plus graves, sur lesquels on met généralement les enquêteurs les plus chevronnés. En 2012, quand j'ai quitté la police, on en solutionnait 92%. Voilà. La différence, les hommes sont les mêmes, la volonté est la même, la différence, c'est la police technique scientifique. Et le nombre des homicides, et ce n'est pas un hasard, de 1990 à 2012 a diminué de moitié dans notre pays. Donc nous avons une société qui reste violente, bien sûr, mais le nombre des homicides, qui est un marqueur fort, a diminué de moitié. Pourquoi? Plusieurs raisons, bien sûr, mais aussi la quasi-certitude d'être interpellé fait renoncer un certain nombre de criminels. Je dois la vérité de dire que malheureusement, cette courbe vient de s'inverser, puisque de 2012 à 2016, le nombre d'homicides en France est en augmentation, ce qui est une première, depuis des années et des années et des années, voire des dizaines d'années. Et même hors terrorisme. Ce qui montre bien que le fait de recruter massivement, ou en tout cas d'essayer de recruter massivement des policiers et des gendarmes, c'est bien, mais si tout l'argent qui sert à la masse salariale, sachez qu'aujourd'hui dans la police, la masse salariale, c'est 85% du budget, et bien s'il n'y a pas de budget d'investissement
pour moderniser la police. Ces efforts ne serviront à rien. Merci. Ah, allez, on va prendre une photo avec... Tu nous as mis en uniforme. Bah voilà. On a quand même des uniformes de la région.